Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Ultime, la prévention sans prise de tête, c'est possible. Et comme promis, suite au précédent podcast, je vous présente ce jour une trame de documents unique. C'est une trame de documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Alors, c'est un exemple de trame. C'est une trame, on va dire, de base, qui convient parfaitement pour commencer à construire son document unique. Alors pour les puristes, oui, il y a encore des améliorations, mais je répète, c'est une trame pour commencer. Car il faut bien commencer un jour et surtout commencer progressivement, parce que bien souvent, et l'erreur qu'on commet bien souvent, c'est on crée un document hyper technique et réservé à des experts. Et oui, il ne faut pas oublier que le document unique, il est là aussi pour des personnes qui ne sont pas, on va dire, toute la journée, 24 heures sur 24 dans le domaine de la prévention santé au travail, des managers par exemple. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est que ce document unique est un document de communication, puisque vous n'êtes pas censé oublier qu'il faut présenter le document unique à l'ensemble des collaborateurs, et notamment lors des accueils sécurité, pour qu'ils puissent bien connaître les risques par rapport à leur activité, leur métier, et surtout les actions de prévention pour se prémunir de tout accident. Donc c'est à la fois un outil de suivi, de pilotage, de gestion, un outil juridique, bien sûr, c'est toute la base aussi du document unique d'intégrer une valeur juridique, et puis le dernier point, un outil de communication. Donc, effectivement, comme vous pouvez voir sur cette trame, j'ai utilisé le logiciel Excel. Bien sûr, j'utilise les fonctions de base d'Excel, donc ça permet déjà d'avoir une bonne base pour à modifier, alimenter, suivre le document unique. Et puis, comme on n'utilise que les fonctions de base d'Excel, c'est aussi on va dire un support digital déjà satisfaisant. Alors bien sûr, il existe des logiciels à l'étagère, comme on dit souvent dans notre expression. Oui, alors avec l'intelligence artificielle, les logiciels, il y a des bonnes versions et des versions on va dire un peu plus compliquées. Mais avant de passer sur une solution digitale, construisez d'abord une bonne charpente de votre document unique. Et puis les logiciels, ça permet aussi d'upgrader le niveau de suivi avec pas mal d'options. Donc si on veut vraiment commencer tout doucement, commencer par un petit logiciel Excel de base, et puis après, en fonction de l'évolution de votre culture prévention, n'hésitez pas à la réenchérir avec un logiciel bien adapté. Alors, sur cette trame, nous voyons effectivement trois parties. Une première partie qui servira à l'identification, une deuxième partie qui concernera l'évaluation des risques, et une autre partie qui concernera le plan d'action et le suivi. Et on parlera aussi un peu du papier-pack. Sur la première partie, identification, là c'est là où vous allez enregistrer, renseigner tous les éléments concernant le document unique. Est-ce que c'est un établissement, est-ce que c'est un magasin, est-ce que c'est un document unique national, et ainsi de suite. Et puis deux points importants, il faut pas oublier avec la loi du 2 août 2021, il faut ne pas omettre d'enregistrer toutes les versions du document unique, parce que nous avons l'obligation, effectivement, d'enregistrer toutes les versions du document unique en cours d'année pour avoir une traçabilité de la politique de prévention santé au travail. Donc c'est vrai qu'il nous avait été promis un support où on pouvait déposer les documents uniques. Bon, malheureusement, ça n'a pas été retenu pour un coût budgétaire. Donc effectivement, le ministère du Travail n'a pas donné suite à cette disposition, mais néanmoins, nous avons quand même l'obligation d'enregistrer les différentes versions. Donc n'oubliez pas, lorsque vous modifiez le document unique, de bien indiquer la version et la date de la mise à jour. Ça servira surtout pour les maladies professionnelles. Alors, voyons la deuxième partie. Donc la deuxième partie, ça concerne plus la partie évaluation des risques, avec des en-têtes de colonne qu'on a peut-être pour certains, les experts, connaissent bien ces en-têtes de colonne, les unités de travail qui est concerné, le risque, les différentes familles de risques, les situations dangereuses. Alors ça, c'est une colonne que j'aime bien rajouter, parce que ça permet de mieux définir le risque, ou la famille de risque. Et ça permet, et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit en introduction, d'avoir une meilleure lecture pour les collaborateurs, puisque vous êtes obligé de présenter le document unique à l'ensemble des collaborateurs.
Bien sûr, le premier niveau de cotation, fréquence, gravité et risque brut, donc ça j'en ai parlé dans mes précédents podcasts, avec les différentes échelles de valeur. Les mesures de prévention existantes, donc ça c'est vraiment un point important aussi. Il faut prendre le temps, de voir s'il n'existe pas déjà des actions de prévention. Et il en existe déjà. Donc des fois, il ne sert à rien de repartir à zéro. Des fois, il faut prendre un peu plus de temps et aller voir dans les process s'il n'y a déjà pas des actions ou des phrases qui nous permettent déjà d'alimenter notre politique de prévention. Et puis le dernier, on va dire la dernière cotation, pardon. Donc là, c'est le coefficient de maîtrise avec le risque résiduel. Bah oui, s'il y a déjà des actions de prévention qui fonctionnent, qui sont en place et qui fonctionnent, bien évidemment, et ben dans ce cas-là, on diminue avec un coefficient de maîtrise le risque. Par contre, s'il n'y a aucune action, voilà, évidemment, ça augmente le risque. Sur cette partie évaluation, oui, un autre point important dans les unités de travail, donc la DRT, alors je répète bien, la DRT numéro 6 du 18 avril 2002, je répète, la DRT numéro 6 du 18 avril 2002, vous donne des indications sur c'est quoi une unité de travail. Donc c'est très important parce que c'est vrai qu'on peut partir sur plusieurs domaines, un métier, on va dire une activité, une zone géographique, voilà, ou un bâtiment entier. Donc voilà, donc c'est très intéressant de lire cette circulaire parce qu'il y a un point important, c'est le fait qu'on peut regrouper un risque ou une situation dangereuse qui se répète dans plusieurs niveaux de l'entreprise, dans l'organisation de l'entreprise, on peut le regrouper en une seule. Si par exemple je vous donne le risque électrique avec par exemple les prises qui ne sont plus dans les socles, vous voyez, hein, qui sont, on va dire, dégrafées du mur ou dévissées du mur, eh ben ce risque-là, des prises électriques, on en trouve partout. Si je prends un immeuble du rez-de-chaussée au sous-sol même, j'irais même jusqu'au 6e, voilà, ou un entrepôt logistique, dans toutes les zones j'ai des prises électriques. Donc il ne sert à rien de dire zone logistique, prise machin, zone expédition, prise nanana, et ainsi de suite, parce que derrière ça vous fait, en fonction des différentes zones, bah, à la fois un suivi compliqué, et puis derrière il faut mettre à jour l'ensemble des lignes. Donc vous pouvez le regrouper en une seule zone. Alors moi j'aime bien, je l'appelle commun ou commune. Ça nous permet effectivement de regrouper ces risques qui se répètent dans plusieurs zones. Et je le répète, attention, s'il y a des risques spécifiques dans une unité de travail, là, on a l'obligation d'enregistrer dans la zone en question, dans l'unité de travail en question. Que dire d'autre? Sur les risques, vous avez toutes les familles de risques hein, sur le site de l'INRS qui est très bien fait. Sur ce site, vous avez toutes les familles de risques. Et l'avantage, c'est quand vous cliquez sur une famille de risques, et ben vous avez à la fois un certain nombre de documents, que ce soit des revues juridiques, des aides-mémoires, des documents pour vous accompagner dans la mise en place et l'évaluation de cette famille de risques, et puis sur pas mal de vidéos, d'affiches, voilà. Vous avez tout, et c'est très bien fait, donc ça vous permet déjà d'avoir une bonne base de connaissances sur ces familles de risques. Et surtout ne pas oublier les familles ou des risques en question. Vous avez toute la liste pour vous créer déjà un bon répertoire et une bonne évaluation des risques. Que dire d'autre? Je pense que j'ai tout dit sur cette partie-là. Donc le plus important sur cette zone, bah, c'est de prendre le temps. Je sais, le temps, voilà, comme diraient certains managers, le temps c'est de l'argent. Il faut commencer progressivement, pas à pas. Voilà, parce que des fois, on va trop vite, et puis après pour remettre à jour, et ainsi de suite. Et puis n'oubliez pas, hein, l'objectif aussi, c'est de construire une culture prévention santé travail. On n'est pas là pour faire du marketing, juste avoir un document juridique et on s'en va, merci, au revoir. On est là pour instaurer une culture de prévention santé travail. Et ce document, c'est le socle de votre politique. Donc prenez le temps de bien le construire, de bien qu'on ait un consensus aussi, hein, parce que avec la loi du août 2021, on a l'obligation, on l'avait déjà, l'obligation de présenter le document unique aux instances, CSE, et peut-être aussi à un C2SCT s'il y a cette annexe. Et maintenant, ils ont une obligation d'avoir une consultation sur le sujet. Donc aussi, quand vous voulez construire la trame du document unique, ben il faudra aussi incorporer un bon dialogue social, pour qu'on ait un consensus sur cette trame. Donc voilà, il faut prendre le temps de bien construire cette évaluation des risques et qu'elle soit, n'oubliez pas, compréhensible par tous. Deuxième partie, la plus, on va dire, la plus importante, c'est le plan d'action et le suivi. Alors j'ai mis entre parenthèses par PAC, pourquoi? Encore une fois, la nouvelle
loi du août 2021 est venue renforcer cette politique de prévention, avec l'obligation pour les entreprises qui ont plus de 50 collaborateurs ou salariés de construire un plan annuel de prévention des conditions de travail. Voilà. Donc, et c'est pour cela que quand vous allez construire votre trame, comme ici par exemple, l'avantage c'est que cette trame, on peut, à la fois sur le document unique, on peut l'utiliser aussi en présentation, en C2SCT ou en CSE. Ça sert à rien de refaire, de multiplier les présentations. Donc pareil, dans votre construction, pensez à ce petit point, que le plan d'action, on va le présenter aussi en instance. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme colonne? Bien sûr, les nouvelles mesures de prévention, ce qui me paraît normal. Le HOT, alors ça c'est propre à ma culture de prévention santé de travail aussi à la groupe La Poste. Donc on utilise cette colonne pour identifier un peu plus, mettre des marqueurs, des repères sur certaines actions de prévention. Le H, c'est l'humain, c'est tout ce qui est communication, formation et information. Le HOT, c'est tout ce qui concernera l'organisation au poste de travail ou l'organisation dans son ensemble. Les techniques, c'est tout le matériel qui est mis à disposition. Et puis le E, c'est l'environnement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'utilisait pas trop l'environnement, à la fois, surtout on va dire extérieur, mais vous savez qu'il y a eu pas mal de décrets qui sont tombés et qui nous imposent aussi de construire, de faire très attention et de construire des plans d'action par rapport à l'environnement, on va dire climatique, notamment sur certaines régions. Porteur de l'action, ça c'est indéniable, il faut un porteur d'action. Voilà. Alors moi j'ai mis mon prénom, on peut mettre aussi, comme vous pouvez voir, des fonctions, des intitulés de poste. On peut, en fonction de votre dialogue social et en fonction de votre organisation interne, vous pouvez effectivement identifier le porteur de l'action sous toutes ses formes. Une échéance, ça c'est une obligation, il nous faut des échéances pour faire le suivi des plans d'action. L'état, alors ça c'est une colonne que je rajoute, pareil, mais je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi, en cours, réalisé, ou voire même refusé. Alors ça c'est très intéressant, le refusé. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Pourquoi je rajoute de temps en temps la colonne, plutôt l'intitulé refusé. Budget, alors il y a des actions qui porteront pas de budget, mais s'il y a un budget, il faut l'identifier, et n'oubliez pas, dans Pape Pacte, on a l'obligation d'identifier le budget, et puis ça nous permettra aussi de globalement d'avoir le budget prévention santé au travail qu'on doit présenter dans notre bilan ou dans notre plan d'action. Et puis la dernière colonne, c'est la zone commentaire, donc là, c'est là, on peut mettre toutes les informations nécessaires par rapport à l'action. Est-ce que ça, par exemple, ici, lors de la semaine QVCT du 6 juin 2025, une sensibilisation à réaliser, une traçabilité, et puis réaliser des groupes de travail. Enfin, par exemple, si les membres de la C2CT ont remonté que les gants n'étaient pas confortables, donc voilà. En fait, ça nous permet à la fois de mettre un peu plus de contextualiser l'action de prévention. Que dire d'autre? Alors oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, refuser, alors ça c'est, je sais que c'est très irritant pour certains managers et directeurs, mais il faut être indéniable. Nous sommes rédacteurs peut-être du document unique, on porte une certaine responsabilité, mais sur certaines actions, il y a des responsabilités partagées. Donc des fois, quand on fait un groupe de travail, on a une superbe idée, allez, on la met en place, on la prévoit, et puis là, la direction ou le manager refuse parce que pas de budget, parce que ci, parce que ça. Donc j'aime bien m'être refusé, parce que moi, en fait, acteur de prévention, j'ai présenté une action, j'y ai pensé. Maintenant, s'il y a un accident derrière et qu'on la déploie pas, je me dédouane un peu de ma responsabilité, même si, on va dire, c'est un vœu pieux. Mais derrière, il faut aussi basculer la responsabilité à la personne qui a refusé l'action. Alors, en règle générale, ils aiment pas trop. C'est pour ça qu'après, on passe à la deuxième identification. Bon, Guillaume, excuse-moi, mais on peut reporter le projet ou on peut étaler l'action de prévention sur plusieurs années. Oui, s'il y a un budget assez conséquent, on peut la mettre sur plusieurs déploiements sur plusieurs années. Le principal, c'est que cette action soit mise en place, parce qu'elle est vraiment importante. Voilà, que dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour sur nos trois zones. La première, identification. La deuxième, évaluation des professionnels. Et la troisième, plan d'action. Et Pape Pacte. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, je reste à vos dispositions dans les commentaires si vous avez des questions. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau podcast. La prévention sans prise de tête, c'est possible. Au revoir. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute.
Si tu as aimé, pense à liker, t'abonner et partager autour de toi, ça aide vraiment à faire passer le message. Et si tu as encore des questions ou des remarques, lâche-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve très bientôt et n'oublie pas, la prévention, c'est l'affaire de tous et de chacun.